Bonjour à tous, vous êtes bien dans le carrefour de l'information, comme vient de nous l'annoncer Maria. Nous avons le plaisir de recevoir Philippe Claus, bourgmestre de la ville de Bruxelles et vice-président du Parti Socialiste. Bonjour. Bonjour. Alors, une toute première question, si vous voulez bien. Tout d'abord, quelles sont vos impressions sur la formation de notre nouveau gouvernement? Qu'est-ce que vous pensez en tout cas de ce casting ministériel? D'abord, enfin. Je pense que les Belges voulaient d'abord qu'il y ait un gouvernement. Je pense que c'était important aussi de montrer qu'on peut encore tenter de faire fonctionner notre État. Alors, il faut rappeler quand même qu'il y a d'autres gouvernements qui fonctionnaient, les gouvernements régionaux et communautaires, mais c'est vrai que c'était important d'avoir un gouvernement fédéral. Alors, c'est un peu un gouvernement d'union nationale. Il faut quand même le dire, on n'a jamais eu autant de partis, en tout cas je me souviens pas, peut-être après-guerre, qu'il y a eu autant de partis au pouvoir. Alors il y a deux façons de voir les choses, soit on résout et on a le plus petit commun dénominateur, soit on essaie de faire un programme ambitieux, ce que je pense qu'ils ont fait. Moi personnellement, ce que je suis très attaché, vous le savez, aux soins de santé, le fait d'avoir une norme de croissance, ça veut dire que la bonne nouvelle, ce que doivent comprendre vos auditeurs, c'est qu'on va vivre de plus en plus vieux. Et on le voit particulièrement, les problématiques de santé depuis quelques mois. La mauvaise, entre guillemets, c'est que ça va coûter de plus en plus cher. Mais c'est pas vraiment une mauvaise nouvelle si on prévoit ces mécanismes de solidarité. Ici, avec près de 4% de croissance dans le financement des soins de santé, ce gouvernement a une vraie ambition qui revient un peu à ce que nous avions sous le gouvernement Di Rupo. Je crois c'est vraiment quelque chose auquel tiennent les Belges. Et moi, j'y tenais puisque nous gérons à la ville de Bruxelles 4 hôpitaux avec Saint-Pierre, Bruckmann, l'hôpital des enfants et l'hôpital Bordet. On voit que notre force en Belgique, c'est quel que soit votre niveau de revenu, vous êtes soigné par les meilleurs médecins et les meilleurs professeurs. On y reviendra sur la question. Il faut vraiment absolument souligner, en tout cas, cette grande avancée de cette déclaration gouvernementale. Bonjour Philippe Claus, vous pensez quoi concrètement du contenu de l'accord gouvernemental? Est-ce que pour vous, c'est vraiment réaliste? Oui, je pense que honnêtement, alors évidemment, on a cette crise aujourd'hui sanitaire qui débouche sur une crise économique. Il faut aussi penser le nombre d'entreprises et d'employés et d'ouvriers qui risquent de perdre leur emploi. Mais il faut une ambition. Si on n'investit pas maintenant, ça n'a pas de sens. Donc, on n'est plus à un temps, on nous a expliqué que c'est la rigueur budgétaire qui était la règle. Mais non, les économies l'ont montré. C'est maintenant qu'il faut investir massivement dans nos infrastructures, continuer à investir dans les soins de santé, dans le bien-être de nos concitoyens. Et on crée alors en effet une société plus juste et plus solidaire. Donc oui, je pense qu'il est réaliste. Les budgets qui sont annoncés sont concrets, sont réalistes? Ils sont vraiment calculés sur les 4 prochaines années. Et ça a mis du temps aussi parce qu'ils ont voulu évidemment suivre des trajectoires. Alors, soyons clairs, on est dans une ère un peu spéciale avec le corona. On va devoir revenir aussi à des normes de croissance qui vont devoir... Là, on est plutôt à des budgets ultra déficitaires. On parle de 20 milliards au niveau de l'État. Mais c'est pas parce qu'on est à 20 milliards de déficit. Vous savez, moi, à la ville de Bruxelles aussi, j'ai des déficits. Mais c'est maintenant qu'il faut investir. Parce que sinon, le coût peut encore être beaucoup plus grand. Justement, en parlant de la ville de Bruxelles, vous avez annoncé dans une de vos interviews que vous préférez être au régional, donc ici à Bruxelles, plutôt qu'au fédéral. Pourquoi ce choix? Parce que je pense que ma place, j'ai été élu en 2018. Vous savez que je suis monté en 2017 suite à une crise et je viens d'être élu par les électeurs et donc je trouvais correct d'être assez franc. Alors évidemment, on ne refuse pas tout, mais j'ai une grande satisfaction, c'est que j'ai vu l'arrivée de Karine Lallieu. Vous savez que c'est une amie de longue date. On a commencé quasi en même temps notre parcours politique. Elle était présidente du CPS et quelle présidente du CPS? Pendant la crise, on a vu son action et je suis convaincu que comme ministre des pensions et de l'intégration sociale et des personnes handicapées, elle va faire un boulot extraordinaire. Et donc, je pense que l'intérêt aussi d'un parti, c'est d'avoir des personnes compétentes aux différents endroits et j'espère en tout cas que le fait que je sois bourgmestre de Bruxelles est en effet un bon choix. Alors, vous avez évoqué tout à l'heure la crise sanitaire. Ces derniers jours, on n'arrête pas de le dire, le nombre d'hospitalisations est en hausse, tout comme le nombre de décès. Quelles sont les nouvelles mesures qui ont été prises pour lutter contre la propagation du coronavirus dans la ville de Bruxelles? Alors, d'abord, on ne va pas les prendre que sur la ville, parce qu'évidemment, les frontières de la région ne s'arrêtent pas à nous. D'ailleurs, les frontières belges, je tiens d'ailleurs à condamner assez fort ce qui s'est passé à Alost, parce que, vous savez, à Bruxelles, c'est près de 30% des patients que nous soignons dans nos hôpitaux qui ne sont pas bruxellois. Donc, si on commence chacun à regarder d'où vient la personne pour savoir si on la soigne, je vais même vous dire qu'à Bruxelles, à Saint-Pierre, à Bruckmann, on soigne les gens du monde entier. Et on en est très fiers. Nous représentons 70 à 80% de l'aide médicale urgente, c'est-à-dire ceux qui n'ont aucun droit, sauf de se faire soigner dans notre pays. Et donc, je trouve cette attitude, qui ne m'étonne pas beaucoup de la NVA, donc objectivement, on les connaît, mais ils doivent quand même faire très attention parce que je rappelle aussi que Bruxelles, c'est 20% de la production de la richesse nationale pour 10% de la population. Donc, si tout le monde commence à calculer ce qu'il rapporte à l'autre, on va pas s'en sortir. C'est pas comme ça qu'on va construire un monde plus juste. Et donc, je trouve que surtout dans ces périodes extrêmement difficiles, le fait comme ça de refuser des patients est quand même une claque, je trouve. Et je trouve qu'à un moment donné, le gouvernement fédéral devrait quand même signer la fin de la récré par rapport à ce bourgmestre qui ne se rend pas très bien compte de ce qu'il fait. Mais pour les mesures concrètes,
On a différentes réunions, on aura sans doute des réunions dans les prochains jours avec les différents bourgmestres. On a déjà limité l'ouverture des bars et des cafés. C'est vrai, c'était une mesure difficile parce que l'Horeca souffre beaucoup. Il faut savoir qu'à Bruxelles, c'est 30 000 emplois l'Horeca. Donc c'est au-delà des cafés, on pense toujours à l'amusement. C'est vraiment des gens, des familles qui vivent de ça, qui payent les études de leurs enfants, qui peuvent mettre un peu d'argent de côté, qui payent leur loyer. Et donc c'est des mesures très très difficiles. Et donc je pense que malheureusement, on risque quand même d'avoir encore un certain coup de vis par rapport à ça, parce que l'épidémie ne freine pas, et on le sait, on doit absolument éviter des mesures beaucoup plus draconiennes, et donc il va falloir sans doute en prendre de nouvelles. Alors d'une manière un peu plus générale, est-ce que vous avez l'impression que cette crise a été bien gérée dans notre pays? On sait que c'était un peu chaotique au début. Oui, mais d'abord, je pense que les Belges ont été, les résidents en Belgique ont été vraiment exemplaires. Donc il y a eu évidemment des gens qui débordaient, mais si on a pu tenir dans le lockdown, et d'abord, il y a les médias qui ont bien informé, on a essayé de communiquer, c'est très compliqué parce qu'on n'a jamais vécu une crise pareille. Les gens ont vraiment voulu respecter. Moi, je dis toujours que j'étais fasciné par la façon dont les quartiers populaires, par exemple, dans les habitations de logements sociaux, dans les petits appartements, les gens respectaient. Parce qu'évidemment, je l'ai dit une fois, ça a été un peu polémique, mais c'est pas le même confinement quand on est dans une villa 4 façades avec jardin que quand on vit dans un petit appartement dans le centre-ville, quoi. Et donc, le spatial à Bruxelles, ça veut dire quelque chose. Et donc, il faut d'abord remercier tous les habitants de notre pays qui ont respecté ces mesures. Pour le reste, il y a eu évidemment des cafouillages, mais on est devant une crise où dans le monde entier, regardez, personne n'était préparé à une pandémie pareille. Et donc, ce qu'il faudra aussi retenir, c'est vraiment de se préparer, parce que malheureusement, je crains que des pandémies mondiales, nous ne soyons qu'au début. Et vous n'avez pas justement le sentiment qu'il y a un peu trop de ministres de la Santé en Belgique? Pour rappel, il y en a 9. C'est peut-être à cause de ça justement qu'il y a eu des moments de confusion. Alors, je vais prendre un peu ma casquette de spécialiste de droit public. On a toujours un peu l'image de la France. La France, il y a un ministre de la Santé. Je suis pas sûr que la France n'ait pas eu de couac, pour être très clair. C'est sûr. Je pense qu'il y en a eu. Si vous regardez l'Allemagne, il y a 14 ministres de la Santé. Donc tous les Länder, même si on peut même monter jusqu'à 16. Parce qu'en fait, on a ciblé les régions. Et je pense que la vérité est toujours au milieu, c'est comment on coordonne, la façon dont c'est coordonné. Il faut reconnaître quand même que le CNS, le Centre national de sécurité, a quand même essayé de coordonner l'ensemble des niveaux de pouvoir. Après, les couacs qui viennent aussi des façons dont on décide. Mais de nouveau, moi je le redis, on doit pouvoir assumer de cibler. Le plus simple comme mesure, c'est de confiner. On dit, on arrête tout. C'est quand même pas ce qu'on veut. Regardez sur le port du masque, on a dû dire, à côté, on l'impose partout. Puis on est revenu un peu en arrière pour dire, allez, comme je donne toujours l'exemple, promener son chien à 23h dans un parc avec un masque, ça n'a pas beaucoup de sens. Donc il faut faire confiance. Et si vous regardez aujourd'hui, alors que le masque n'est plus obligatoire, plein de gens le mettent. En plein endroit en se disant, je prends pas de risque, je le mets, c'est plus simple. Et donc, c'est un équilibre difficile, mais je crois que vraiment, il y a une volonté, en tout cas, d'arriver, d'harmoniser les choses. Mais il faut de la bonne volonté. Des concitoyens, mais aussi des hommes et des femmes politiques. L'attitude d'Anvers, par exemple, l'attitude d'Alos n'est pas très constructive là-dessus. On vient d'en parler. C'est pas ce qui, en effet, donne envie de se dire qu'on essaie de travailler ensemble à une solution. Un autre point important à Bruxelles, la mobilité, on sait que c'est pas toujours évident. Quels sont les gros chantiers qui sont prévus dans la capitale? Le métro. Je pense qu'aujourd'hui, vous savez, le métro, ça transporte énormément de gens. On est une ville qui avons 400 000 nafteurs par jour. Et plus de 200 000 viennent seuls dans leur voiture. Donc c'est pas les Bruxellois dont, vous avez vu, il y a un papier qui est sorti aujourd'hui qui dit bien que plus de 50% des Bruxellois n'ont pas de voiture. Donc il faut pas stigmatiser l'automobiliste. Moi je reçois plein de mamans qui m'écrivent, mais moi j'ai pas le choix, ou des papas, je dois conduire mes enfants, j'ai pas d'autres moyens. Ok, mais il y en a plein qui auraient d'autres moyens, qui pourraient trouver autre chose. Et ce qu'on leur demande, c'est réfléchissez, pensez un peu comme quand vous allez sur Google, là vous avez des choix entre prendre un taxi, aller à pied, aller en vélo ou aller en transport en commun ou en voiture. Vous devez réfléchir. Il y a des fois où moi je dois prendre ma voiture, des fois où je vais le matin en tram au bureau, parfois je vais à pied. C'est cela là, le vrai défi de la mobilité, c'est que les gens deviennent multimodaux, c'est qu'ils utilisent plusieurs moyens de transport. Et que pensez-vous des groupes, par exemple, les automobilistes en ont marre, qui militent pour que la voiture garde sa place à Bruxelles? Vous comprenez leur mécontentement? Elle a une place, donc il y a personne, même je dirais le plus écologiste dur, ne dit qu'il faut plus de voitures. Il y a personne qui dit ça. Je dis juste qu'à un moment donné, elle a pris beaucoup de place dans l'espace public. Et donc il faut entendre aussi que on doit pouvoir partager. Vous savez, dans une société du partage, les partis sur la solidarité. La pollution, elle veut dire quelque chose aussi, quoi. Donc, si les gens mutent vers d'autres moyens de transport, notamment le plus gros investissement de la région, c'est le métro. On aura une nouvelle ligne de métro hyper importante. Et on le voit, quand on construit des lignes de métro, quand on construit du tram, les gens ne prennent plus le transport en commun. Moi, je suis un amoureux de la STIB.
J'adore la STIP. Je trouve que les travailleurs de la STIP, regardons-le pendant cette crise, ils étaient là, quoi. Ils sont tous les matins en train de nous conduire. C'est des gens extraordinaires, que ce soit dans leur bus, leur tram, leur métro, tous les personnels d'entretien. On a une boîte incroyable à Bruxelles qui s'appelle la STIP qui fonctionne bien. Et on a raison d'investir dans elle. Et donc, faut pas que les gens pensent qu'ils ne pourront plus prendre leur voiture, mais on leur demande de réfléchir. De temps en temps, il y a des trajets où vous pouvez prendre un autre moyen de transport. Mais vous comprenez quand ils sont mécontents par rapport au fait que le vélo prenne plus de place dans la capitale? Ils doivent entendre aussi que c'est normal qu'on essaie de répartir un peu l'espace public. Alors, il faut pas faire des pistes cyclables pour faire des pistes cyclables. Il y a peut-être parfois moyen d'un peu plus harmoniser. Mais en même temps, il faut pas pousser les gens dans les embouteillages. Donc, il faut pas faire des choses qui sont vexatoires ou c'est juste pour embêter. Mais il faut comprendre que notre monde change. Regardez ce qui se passe à Paris, par exemple. Paris, qui était une ville aussi, qui a décidé de faire des choix radicaux par rapport à cela, par rapport au fait de pouvoir avoir un transfert. Je vous le répète, plus d'un ménage sur deux à Bruxelles n'a pas de voiture. Alors, vous avez récemment déclaré à plusieurs reprises que vous voulez restaurer la confiance des Bruxellois. Comment allez-vous faire justement? Alors, on sait qu'il y a eu beaucoup de difficultés pour mettre en place un gouvernement, les couacs sanitaires. Comment restaurer cette confiance pour toutes les Bruxelloises, pour tous les Bruxellois, pour l'Oreca, pour l'événementiel, et la liste est encore bien longue. Alors, on a un projet qu'on a résumé à ce qu'on appelle la ville à 10 minutes. Donc, c'est-à-dire qu'on se dit que les gens vont venir habiter en ville, et ça marche, puisqu'on a un boom démographique à Bruxelles. On est une des seules villes de Belgique où il y a tellement de nouveaux habitants qui reviennent vivre en ville. La ville à 10 minutes, c'est quoi? C'est se dire que à côté de chez vous, vous devez avoir une crèche, une école, un centre sportif, un centre culturel, un magasin, des magasins de proximité, un espace vert, des transports en commun. Si vous avez ça à 10 minutes à pied de chez vous, ou à un quart d'heure, eh bien, vous êtes équipé, vous limitez vos déplacements, vous avez une densité qui vous permet justement de vivre tout autour de chez vous, vous recréez une vie de quartier, et c'est ce que nous faisons à la ville de Bruxelles. Notre premier budget, c'est l'enseignement. On pense que l'alpha et l'oméga de nos politiques, ce sont les écoles. On construit énormément d'écoles à la ville de Bruxelles, qui d'ailleurs servent les autres communes. Il n'y a pas que des habitants de la ville de Bruxelles qui fréquentent nos écoles. Eh bien, on continue à investir pour donner envie, justement. Et cette confiance, on nous le rend bien, et les chiffres sont là, les gens reviennent vivre en ville. On va parler un peu d'emploi maintenant. Actiris vient de sortir ses derniers chiffres par rapport au chômage. Et on voit qu'il est en augmentation à Bruxelles, principalement chez les jeunes, avec une diminution en plus des offres d'emploi. Comment vous allez faire pour relancer justement l'emploi? Là, on est devant un vrai problème. Donc, on le sait, on a eu quand même près de 45 mois avec une baisse structurelle du chômage. Imaginez qu'il y avait moins de chômage chez les jeunes bruxellois que chez les jeunes anversois. Qui aurait cru ça? Donc, c'est que nos politiques urbaines avaient fonctionné. Ça passe d'abord par la formation et l'école. Donc moi, je pense que plus on formera mieux nos petits Bruxelloises, nos petites Bruxelloises, nos petits Bruxellois, mieux ils seront à même de trouver un boulot. Mais il y a la crise du Covid. Comme on est le principal bassin d'emploi du pays, on prend en premier vraiment la crise. Ça sera un vrai problème. Donc on ne peut pas encore faire de plan de relance aujourd'hui parce qu'il faut d'abord vaincre la crise sanitaire. Et après, on doit pouvoir lancer les plans de relance. Mais une autre bonne nouvelle, le CPS de la ville de Bruxelles a annoncé qu'il comptait prolonger les exonérations de loyer pour les commerçants. C'est vrai que c'est une vraie bouffée d'oxygène pour eux, mais est-ce que ça va suffire à limiter les faillites? Ça ne suffira pas, mais c'est vrai qu'on est un gros propriétaire, à la fois la ville et sa régie. On a donné un coup de pouce à nos commerçants. Je le dis d'ailleurs à tous les propriétaires et pour tous les locataires. Il est normal, votre locataire vous paye son loyer tous les mois. S'il n'a plus d'activité économique, pour des raisons extérieures, les propriétaires doivent se montrer solidaires. On l'a dit aux brasseurs, on l'a dit à une série de personnes. Voilà, ça ne sert à rien de tordre le citron. Vous allez perdre vos locataires, il n'y aura plus rien. Vous devez négocier des plans d'appurement, des choses comme ça. Sinon, vous risquez de finir devant un juge de paix qui va d'ailleurs donner raison à votre locataire. Nous, à la ville, on a devancé les choses et on aide nos commerçants. Alors, encore une question, si vous le voulez bien, Philippe Clause. Toute autre chose, absolument rien à voir. On va parler du cannabis. Oui. Vous êtes pour la légalisation, pourquoi ? Parce que je trouve qu'il y a une perte de temps et qu'on jette notre jeunesse dans la criminalité. Je pense que le cannabis, moi je ne suis pas quelqu'un qui va recommander de fumer du cannabis, mais on est aujourd'hui en 2020, il faut arrêter l'hypocrisie, quoi. C'est n'importe quoi. Il y a beaucoup de gens qui fument, peut-être trop. On doit les traiter peut-être de façon plus au terme de santé publique. C'est plus là-dessus que je vais mettre. Mais les millions qu'on investit en police, les jeunes que l'on pousse vers la criminalité, parce que c'est ça qui se passe, n'ont aucun sens. Comment est-ce que des États comme le Québec, quand même, qui n'est pas un État soi-disant permissif ou qui ne réfléchit pas, a aujourd'hui nationalisé le marché du cannabis? Donc, c'est-à-dire que c'est des magasins d'État qui s'occupent de ça. L'exemple hollandais, juste à côté de chez nous, n'est pas du tout une catastrophe. Moi, je connais bien Amsterdam pour y aller de temps en temps. C'est une ville où ils ont réussi à régler le problème. Ici, il faut sortir de l'hypocrisie. Tous ceux qui vous disent qu'ils vont trouver le plan génial pour
interdire le cannabis de la société mentent à la population. Ils ne racontent pas la vérité. Aujourd'hui, moi, je pense que les usagers de drogue doivent être traités justement comme des adultes, comme parfois des victimes aussi, comme des gens qu'il faut pouvoir aider à se sevrer. Je pense plutôt aux drogues dures. Et pour le reste, ayons la maturité d'avoir un débat serein là-dessus. Mais le débat sécuritaire est un débat qui ne mène à aucun horizon et qui malheureusement est... C'est le chef de la principale police du pays qui vous le dit. Vous interrogez les policiers, ils en ont marre. Le parquet ne poursuit pas. On vous arrête avec moins de 100 grammes de cannabis, vous n'êtes pas poursuivi. Quelle est la logique d'encore maintenir ça dans un cadre pénal ? Travaillons sur un cadre de santé publique et sortons notre jeunesse de la criminalité. Le mot de la fin, un message peut-être à faire passer, Philippe Clauze, en ces temps compliqués et difficiles pour tous les habitants de la capitale. Ben, je leur souhaite du courage. Je veux dire, franchement, c'est une période super difficile. Je peux penser aussi à tous ces indépendants, tous ces gens qui ont des petits commerces et qui savent pas où ils vont, qui savent pas s'ils doivent fermer, ouvrir, se mettre en droit passerelle. On doit être à leur côté. Alors c'est vrai que beaucoup d'entre nous sont salariés, et donc le confinement peut parfois donner des images comme ça. Bon, écoute, tu as un peu plus de temps pour moi. Mais pensons à tous ces gens qui emploient les personnes sur le terrain. Et moi, je suis très inquiet. Toutes les semaines, j'en ai dans mon bureau, et je veux leur dire que ma porte leur reste ouverte et que, à côté du courage, on travaille des solutions structurelles et qu'ils doivent tenir bon parce qu'ils sont le tissu économique de notre région et on a besoin d'eux pour se redresser. C'était la conclusion donc de Philippe Clauze, bourgmestre de la ville de Bruxelles. Merci en tout cas d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous. De midi à 13h, c'est le carrefour de l'info sur Arabelle.